Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que je suis censé faire une vidéo pour savoir ce qui s'est passé pendant cette fête de la musique? Non, je vais simplement vous dire que finalement, ce que je vous avais dit sur le fait que la LFI allait transformer ce concert en meeting, et finalement c'est ce qui s'est passé, puisqu'ils ont tous défilé, évidemment, sur la scène pour faire la promo de la LFI, etc. Je sais seulement qu'apparemment, comme je l'avais prévu, de toute façon, il y a forcément des journalistes de certains organismes de presse et médias contradictoires et antagonistes, dont Journaliste de Frontières apparemment, qui s'est fait agresser. Pour le moment, au moment où je vous parle, il doit être 11h30, minuit en France. Donc pour l'instant, j'ai pas d'informations, j'ai pas de retour de ce qui a pu se passer de regrettable, on va dire. Tout ce que je sais, c'est que j'ai pu voir en effet qu'il y a eu, finalement ce que j'avais prévu, c'est-à-dire qu'il y a eu quelques petites provocations quand même durant les défilés contre le racisme. Mais globalement, on ne va pas se mentir, on est bien en face en fait d'un lancement de campagne présidentielle avec cet accaparement de la politique antiraciste. Donc là, c'est comme finalement, ça rejoint ce que je vous disais. Ça va être de l'antiracisme à toutes les sauces. Ça va être du facho, ça va être de l'extrême droite à toutes les sauces. Donc voilà, le champ narratif de la LFI, ça va être ça, pendant un an. Ils vont pas en déroger. Alors, donc on y reviendra un peu plus tard, quand j'aurai peut-être un peu plus d'informations sur le déroulé de cette fête de la musique, plus particulièrement à Paris, dans les alentours de la place de la République. Non, je voulais vous parler d'un truc, je vous en avais parlé très rapidement. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, j'avais déjà fait quelques vidéos où j'avais déjà présenté cette personne. Mais bon, je ne vais pas vous demander d'aller chercher des vidéos, je vais quand même vous faire un petit résumé rapide sur cette personnalité. Nous avons aux États-Unis une dame qui s'appelle Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard, c'est une jeune américaine issue de Hawaï, enfin des alentours, je crois peut-être issue d'Honolulu, un truc comme ça. Enfin bon, bref, elle est issue des origines. Est-ce que je peux dire des origines maoris? Je ne sais pas, parce que peut-être que par ses parents, il n'y avait peut-être pas de lien de cause à effet. Mais bon, peu importe. C'est une vétérante et qui a eu cette particularité aussi, se lancer assez tôt dans la politique, puisqu'elle a été, à l'âge de 21 ans, elle a été présidente du comité, je crois, démocrate à Honolulu. Donc elle a commencé sa carrière politique assez tôt, et c'est une personnalité assez atypique parce que moi j'ai eu l'occasion de l'écouter, et c'est quand même quelqu'un qui est assez posé et qui a un narratif où elle ne prend pas les gens pour des cons, où elle ne prend pas les gens pour des enfants. Ce que je vous disais souvent, ce que je reproche très souvent à certains politiciens américains, où ils ont parfois une sémantique qui est assez enfantine. Et à l'origine, c'était une démocrate, mais on l'a souvent qualifiée comme étant une démocrate dissidente. Pourquoi? Parce que souvent, elle a exprimé son mécontentement ou son désaccord avec certains choix politiques, dont en 2016, elle avait déjà tiré la sonnette d'alarme dans le Parti démocrate, en disant qu'il y avait beaucoup trop de concentration de moyens pendant la primaire pour en réalité faire gagner Hillary Clinton. D'où la raison pour laquelle elle s'est rapprochée de Bernie Sanders, et d'où la raison pour laquelle elle a été une de celles qui a dénoncé le chantage auquel Bernie Sanders a été soumis par les proches de Hillary Clinton pour que Hillary Clinton soit de facto la candidate officielle pour les élections 2016. Pour le résultat qu'on connaît. Et puis elle a quitté en 2020, je crois, le Parti démocrate, suite encore une fois de plus à des désaccords sur la façon de gérer les choses, sur la façon d'entrevoir les choses. Et c'est plutôt une réformatrice, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est consciente que le système
chez les démocrates ne fonctionne plus, et que cette idée de toujours aller chercher les vieux de la vieille, et qui a d'ailleurs confirmé et motivé son départ de chez les démocrates, c'est à un moment donné ce choix pendant la campagne primaire d'aller chercher Joe Biden. Parce que je rappelle, Joe Biden, à la base, il n'était pas candidat à la primaire. Donc c'est pour ça qu'elle a quitté finalement le Parti démocrate, elle a rejoint le Parti républicain, elle a été une soutien de Donald Trump pour les élections de 2024. Et elle a été nommée directrice du renseignement. Sauf que très rapidement, comme je vous l'ai dit, c'est une personnalité relativement droite, c'est une personnalité qui aime que les choses soient claires, justes, et évidemment très rapidement, surtout, étant donné qu'elle est quand même la directrice du renseignement, quand l'affaire Epstein a commencé à remuer un petit peu dans les brancards. On soupçonne qu'elle ait eu des pressions de la part de la Maison-Blanche pour stopper le processus, pour empêcher que des documents soient publiés. Et il y a au mois de mai, début mai je crois, elle a annoncé que finalement, pour des raisons que son mari serait apparemment atteint d'un cancer incurable, etc., donc elle a décidé de quitter ses fonctions au mois de juillet. Mais non sans lâcher, il y a quelques jours, la semaine dernière je crois, une bombe. Et c'est une bombe, pourquoi ? Parce que jusqu'à aujourd'hui, tous les médias mainstream américains, que ce soit ABC, CBS, MSNBC, Fox, CNN, n'en ont absolument pas parlé. Pire, l'information est inexistante dans certains médias mainstream occidentaux, y compris en France. Alors que, qu'est-ce qu'elle a publié ? Eh bien, elle a publié un dossier déclassifié qui relate ce que l'on savait et pour lequel on avait déjà des brides d'informations. Que les États-Unis d'Amérique ont bel et bien participé et financé à l'élaboration et la mise en place de certains laboratoires de recherche, plus particulièrement de recherche évidemment biologique, et non content des preuves qui consistent bien à démontrer que les États-Unis et le gouvernement américain ont bien financé, aidé ces laboratoires, dont je rappelle l'un d'entre eux qui se trouve à Wuhan fait partie de la liste de ces laboratoires qui ont été financés par les États-Unis. Et l'excuse qui avait été présentée lors de la commission parlementaire dans laquelle le professeur Fauci avait été auditionné, il avait réfuté l'idée d'utiliser ce procédé pour faire du gain de fonction. Je rappelle le principe du gain de fonction, c'est-à-dire que vous ne participez pas directement à des opérations, mais vous les financez. En échange de quoi ? Ce que vous financez vous envoie en échange les informations, les résultats de leurs recherches. C'est une façon de diversifier les recherches sans que ça vous cause les yeux de la tête, c'est-à-dire que vous investissez, vous aidez à l'investissement de ces recherches par des administrations, par le biais d'entreprises, par le biais de laboratoires, par le biais de recherches scientifiques qui n'appartiennent pas ou qui n'ont pas de lien avec l'administration fédérale officiellement, ce qui permet d'étendre les recherches, et d'ailleurs, il n'y a rien d'illégal à la question, puisque en règle générale, même en France, normalement, que ce soit des laboratoires de recherche publics ou privés, il y a certains accords qui obligent les laboratoires sur certains points de recherche de partager le résultat de leurs recherches pour faire avancer la science. C'est ce qui a été le cas pour le Covid, pour pouvoir accélérer les recherches, pour pouvoir élaborer les fameux vaccins. Bon, il se trouve qu'après, évidemment, il n'y a pas d'obligation pour les laboratoires privés de donner la formule
de vaccins, là dans ce cas-là, c'est du domaine privé, c'est de la propriété privée, ce sont des licences et des franchises qui sont déposées et qui ensuite sont validées par des processus que vous connaissez d'une manière générale, avec évidemment un protocole défini. Donc, du coup, Tulsi Gabbard, elle a donc publié les documents, et dans les documents, vous avez bien toutes les participations, les adresses, les lieux, les endroits où les États-Unis ont apporté des financements. Et du coup, évidemment que ce qu'elle a publié, c'est un peu un bras d'honneur avant qu'elle quitte ses fonctions, pour démentir ceux qui avaient affirmé que ça n'existait pas. Pour démentir que non, c'est pas vrai, alors oui, ça se fait, mais les laboratoires que vous désignez, comme, souvenez-vous, des laboratoires aussi en Ukraine, en fait, il n'y a aucune preuve, c'est faux, on n'a aucun lien avec ces laboratoires, etc. Sauf que là, les documents qu'elle vient de publier démontrent que oui, il y avait bien des liens. Il y avait bien des liens de cause à effet. Alors après, attention, il n'y a pas dans les dossiers les contenus de recherche. Mais il suffit tout simplement de regarder chacun des laboratoires sur quoi ils ont été officiellement penchés à faire des recherches, etc., pour en conclure qu'évidemment, on est sur des domaines biologiques, voire même des domaines virologiques concernant la recherche, la lutte contre les virus. Et de fait, évidemment, on dérive un petit peu. La recherche virale sur des virus, c'est pas non plus anodin. Il est évident que, à partir du moment où vous savez que des pays comme la Chine ou la Russie ou même la Corée du Nord font des recherches sur des virus létaux, on ne va pas se dire oui, mais nous, non, nous on est les gentils, on ne fait pas des recherches comme ça. Non, évidemment qu'on fait des recherches là-dessus. Sauf que, évidemment que l'Occident, ils ont des contraintes, ils ont des accords, ils ont des contrats, ils ont des alliances qui les contraignent à ne pas aller, à ne pas faire dans certains domaines. Comme je vous expliquais une fois, il faut savoir par exemple que vous avez des pays comme le Pakistan, comme l'Iran, et même la Russie, la Chine, d'une certaine manière. Ce sont des pays qui sont astreints parfois par certains accords sur la non-prolifération des armes nucléaires. Sauf qu'il y a un pays où, en réalité, tous ces pays font faire des recherches. Des recherches que, normalement, ils n'ont pas le droit de faire. Ils n'ont pas le droit de faire chez eux. Mais ils peuvent très bien les commanditer chez un autre, en secret. Alors, ce pays... Ah non, c'est pas l'Iran. Parce que l'Iran, vous comprenez, vu la situation géopolitique internationale, mais il y a un pays qu'on considère comme étant la plus sévère dictature au monde, qui s'appelle la Corée du Nord. Oui, la Corée du Nord fait des recherches, et pour avoir des conseils et des financements et des aides, parce qu'elle ne peut pas faire ça toute seule, eh bien, elle a des accords d'échange avec certains pays qui lui commanditent de faire certaines recherches que ces pays ne peuvent pas faire chez eux sous le risque de se faire choper et de se faire condamner. Eh bien, c'est pareil pour les armes bactériologiques. C'est qu'on n'est pas censé faire des recherches dessus, il est interdit d'en développer, mais ça ne veut pas dire qu'en catimini, on passe sous les radars en appelant ou en faisant faire le boulot par des laboratoires privés, sous des couvertures de recherche, pseudo-recherche de ce qu'on veut, etc. Donc voilà. Alors, que les médias n'en parlent pas, c'est la preuve que finalement, elle a peut-être balancé quelque chose qui peut être assez monstrueux, qui peut faire véritablement des scandales. Au point où on en est, parce que soyons très clairs,
Quand vous avez des pays qui signent des accords, alors des accords pour éviter les proliférations, les recherches dans certains domaines, etc., malheureusement, vous savez qu'il y a des pays qui, eux, ne sont pas astreints à ces règles et font des recherches, développent. Donc, on ne peut pas se permettre en Occident, sous prétexte parce qu'il faut qu'on joue la carte du gentil et qu'il ne faut surtout pas faire ça, il ne faut surtout pas se lancer là-dedans, etc., et finalement un jour être à la ramasse. Donc ne vous inquiétez pas, sur les armes nucléaires, sur les armes bactériologiques, sur les armes sales, nous ne sommes pas à la ramasse. Nous avons des données, nous avons des recherches. Mais, évidemment, il ne faut surtout pas que l'opinion publique soit au courant. C'est exactement la même chose que les fameux fichiers. Les fichiers sur les personnes, normalement, ça existe. Mais il y a des conditions. On ne peut pas garder des renseignements sur des personnes si rien n'est probant. Donc normalement, c'est au bout de, 3 mois. Au bout de 3 mois, normalement, tout doit être effacé. Sauf s'il y a une demande de prolongation parce que vous avez tenu un propos. Loi sur les séditions. Si vous avez tenu un propos séditieux contre l'État, contre la République, ça peut être un tweet, ça peut être un retweet. À partir de là, c'est suffisant pour que les informations que les renseignements généraux collectent sur vous ne servent à rien et ne peuvent pas être conservées, eh bien elles seront conservées quand même parce qu'on trouvera toujours quelque chose que vous avez dit, que vous avez fait, quel que soit l'endroit, que ce soit dans la réalité ou dans les réseaux sociaux, pour préserver, garder, conserver des fichiers sur vous. Jusqu'au jour où un grand événement malheureux, dramatique, catastrophique, donnera une légitimité finalement de perdurer ces fameux fichiers. Qui plus est, augmenter la capacité de données, c'est-à-dire d'étendre les données jusqu'à votre origine raciale, votre religion, votre appartenance politique, et collecter plein de données sur vos propos, etc. Ils attendent que ça. Ils n'attendent que ça. D'avoir le bon prétexte pour dire, voyez, là, un gros problème de sécurité, il y a eu des gros attentats, etc. Donnez-nous la possibilité de mieux faire de la traçabilité contre le terrorisme, etc. Oui, sauf que cette traçabilité ne sera pas uniquement réservée qu'aux terroristes, elle sera étendue à tout le monde. Et je précise que même Mélenchon se garde bien d'aborder le sujet. Parce que lui aussi, de toute façon, il est dans la mouise, il est dans la sauce. Donc il a tout intérêt à ne jamais utiliser ce problème comme un argument politique. En revanche, oui, alors là, lutter contre le racisme, là, de toute façon, il a trouvé sa marotte. Donc il va jouer pendant 1 an que sur ça. Mais quand il s'agit de dossiers, quand il s'agit d'informations importantes qui démontrent qu'il y a bien eu des mensonges d'État, c'est pas pour rien si récemment on nous a dit que finalement de plus en plus de Français se renseignaient ou s'informaient sur Internet. Sauf que le problème d'Internet, il faut avoir au moins un minimum d'intelligence de faire le tri, c'est-à-dire de faire très attention à ce qu'on lit, à ce qu'on regarde, à ce qu'on voit, à ce qu'on écoute, de combiner, de croiser les informations pour vérifier si c'est vrai ou si c'est faux. Très important. Donc voilà, cette information qui me paraît quand même importante et qui en plus de ça découle d'autres phénomènes. Comme je vous l'ai dit, aucune presse, aucun média mainstream aux États-Unis n'en a parlé. Alors que là, c'est des documents, c'est factuel, c'est des documents officiels. Mais non. Et bizarrement, Donald Trump n'a pas saisi ça aussi pour s'attaquer à Fauci, Fauci qui est son super pote, on s'en souvient. Ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous laisse méditer sur la question et portez-vous bien. Soyez prudents, et puis surtout faites attention en ce moment parce que la propagande politique
va aller bon train, parce que là, ça y est, c'est officiel, la campagne présidentielle est ouverte.